Le cycle d'Elric. La forteresse de la perle. Livre second. Est-il, né de quelques songes, une noble pucelle au corps de neige, ouvrant le rubis de ses yeux sur un royaume à la substance, apparemment plus forte que douleur, plus douce que mensonge? Est-il, né de quelques songes, une très jeune enfant dont le sang toujours vif mais vieux comme le temps, pourrait un jour donner en se mêlant au sien une reine plus jeune à de jeunes royaumes? Chronique de l'épée noire. Chapitre 1. Ce qu'un empereur d'un voleur peut apprendre. Owen sauta de la bouche un noyau de dattes, le laissa choir dans le sable de l'oasis fleur d'argent. Puis sa main se tendit vers l'une des brillantes fleurs de cactus qui donnaient leur nom à l'endroit, et de ses longs doigts délicats, elle en froissa les pétales. Elle chantonnait à mi-voix, et Elric avait l'impression d'y reconnaître les paroles d'une complainte funèbre. Il observait un silence respectueux, assis le dos à un palmier, les yeux fixés dans la distance sur l'incessante activité du campement. Bien que ce fût Owen qui lui demandait de l'accompagner, à peine lui avait-elle jusqu'alors dit quelques mots. Il perçut un appel, semblant émaner des hauteurs de la Casbah, mais quand son regard monta scruter l'impressionnante masse, il ne vit rien. Le vent soufflait sur le désert, soulevant des ruisseaux de rouge poussière, et les emportait vers les piliers déchiquetés qui se profilaient à l'horizon. Il était presque midi. Ils avaient le matin même regagné l'oasis, y ramenant les maigres vestiges d'Al-Nakreb, auxquels ce soir, selon les coutumes boradim, on allait rendre les ultimes honneurs de la crémation. Owen ne portait plus sa crosse en bandoulière, mais la tenait à deux mains, la tournant et la retournant, contemplant le jeu de la lumière sur le haut poli des précieuses matières, comme si ses yeux s'y posaient pour la première fois. L'autre instrument, celui d'Alnak, était passé dans sa ceinture. « Ma tâche eût été plus facile, » dit-elle soudain, si Alnak n'avait agi avec tant de précipitation. Inconscient de mon arrivée prochaine, il a fait de son mieux pour sauver l'enfant, je sais. Mais quelques heures de plus, et j'aurais pu mettre à profit son aide, peut-être réussir. En tout cas, il ne serait probablement pas mort. « Je ne comprends pas ce qui lui est arrivé, » dit Elric. « J'ignore moi-même la cause précise de son échec, mais ce que j'en puis expliquer, vous allez l'apprendre. Voilà pourquoi je vous ai demandé de m'accompagner à l'écart. Je ne désire pas courir le risque d'être entendu, et je dois vous demander votre parole d'être discret. »« Je le suis toujours, madame. »« Il faudra l'être pour toujours. »« Pour toujours. » »« Oui. Vous allez me promettre de ne jamais répéter à quiconque ce qu'aujourd'hui je vais vous révéler, ni d'en raconter les conséquences éventuelles. Bref, vous devez accepter de vous sentir lié par le code des voleurs de songes, même si vous n'appartenez pas à notre corporation. » Elric ne savait qu'en penser. Pour quel motif? Souhaitez-vous sauver la sainte fille, venger Alnak, vous libérer de l'esclave de cette drogue, redresser certaines choses à Quarzazat? Si fait. Telles sont mes intentions, vous le savez. Alors nous pouvons, je crois, parvenir à un accord, car il est certain qu'à moins de nous prêter mutuelle assistance, ni vous, ni la jeune fille, ni peut-être moi-même, ne verrons vivant finir la lune de sang. Certain. Un amusement lugubre se peignit sur les traits d'Elric. Auriez-vous également le don de prophétie, madame? Tous les voleurs de songes en sont à quelque degré dotés. Sa voix se teintait presque d'impatience, comme si elle s'adressait à un enfant un peu lent. Elle se reprit. Excusez-moi, j'oubliais que notre art est inconnu dans les jeunes royaumes. Il est même rare, à vrai dire, que nous abordions ce plan. J'ai rencontré bien des créatures surnaturelles dans mon existence, madame. Mais peu m'ont donné comme vous l'impression d'être parfaitement humaine. Humaine? Je ne suis pas autre chose. Elle parut perplexe. Puis son front s'éclaircit. Ah,
J'oubliais que vous êtes à la fois plus instruit et moins sophistiqué que ceux de ma confession. Elle lui sourit. Je ne suis toujours pas remise de l'inutile dissolution d'Alnac. Il n'aurait pas dû mourir. Le ton était celui du constat. Elric avait assez longtemps connu le jeune homme pour le considérer comme un ami, et pouvait comprendre la perte subie par Owen. N'est-il aucun moyen de le ressusciter? Il a perdu toute essence. Au lieu de dérober un songe, il s'est vu spolier du sien. Elle marqua une pause puis reprit, les mots se bousculant sur ses lèvres comme si elle craignait d'avoir à les regretter. Allez-vous m'aider, prince Elric? Oui. Il avait répondu sans l'ombre d'une hésitation. Si c'est pour venger et pour sauver l'enfant. Même au risque de connaître le sort d'Alnac, dont vous venez d'être témoin? Même à ce prix. Pourrait-ce être aussi terrible que de mourir aux mains du seigneur Go? Oui, dit-elle simplement. Elric éclata de rire devant tant de franchise. Ah, parfait. Que me proposez-vous, madame? Sa main de nouveau se porta vers les pétales d'argent, la crosse en équilibre entre ses doigts. Un pli barrait son front, comme si elle n'était pas tout à fait sûre d'avoir pris la bonne décision. Je crois que vous êtes l'un des rares mortels sur cette terre aptes à comprendre la nature de ma profession, à saisir ce que je veux dire quand je parle du rêve et de la réalité, et aussi de leur intersection. J'estime que votre tournure d'esprit fait de vous un allié sinon idéal, mais sur lequel je puisse en partie me reposer. Nous autres, voleurs de songes, avons élaboré une sorte de science à partir d'un commerce qui, logiquement, ne saurait tolérer des lois cohérentes. Nous y avons gagné d'exercer notre art avec quelque succès, je suppose, parce que nous pouvions dans une certaine mesure imposer notre volonté au chaos rencontré. Cela présente-t-il un sens pour vous, prince Elric? Assurément. Il est dans mon propre peuple des philosophes pour prétendre que l'essentiel de leur magie n'est que l'application d'un puissant pouvoir sur le tissu même de la réalité, la faculté, en d'autres termes, de faire prendre corps au rêve. D'aucuns sont d'avis que notre monde fut ainsi créé. Owen semblait ravi. Bien, je vois qu'il y a certaines notions dont je pourrais m'épargner l'exposé. Mais qu'attendez-vous de moi, gente dame? Votre aide? Ensemble, nous saurons trouver une voie vers ce que les aventuriers magiciens nomment la forteresse de la perle. Et, ce faisant, l'un de nous, les deux même, auront peut-être la possibilité de voler le rêve qui retient cet enfant dans son perpétuel sommeil, de la rendre à l'état de veille et à son peuple, afin qu'elle en soit la prophétesse et l'orgueil. Il y aurait donc un lien entre les deux. Elric se leva, sourd aux instances de son omniprésente soif de drogue. Entre l'enfant et la perle? J'en ai le sentiment. Et quel est-il? En le découvrant, nous aurons sans nul doute le moyen de libérer Varadia. Pardonnez-moi, dame Owen, dit Elric avec douceur, mais à vous entendre, il semble que vous en sachiez presque aussi peu que moi. De fait, par certains côtés, mon ignorance est égale à la vôtre. Maintenant, avant de poursuivre, il me faut exiger de vous la promesse de vous soumettre au code des voleurs de songes. Je m'y engage, dit Elric, et il leva la main où brillait l'Actorios, montrant qu'il prenait à témoin l'un des objets les plus révérés par son peuple. Par l'anneau des rois, j'en fais serment. Je vais donc vous révéler ce que je sais, et ce que je désire de vous. De sa main libre, elle le prit par le bras, et l'entraîna plus profond dans les bosquets de palmiers et de cyprès. Sentant frémir en lui le besoin du funeste élixir, elle parut manifester quelque compassion. Un voleur de songes, commença-t-elle, fait exactement ce que les mots impliquent. Nous dérobons des rêves. À l'origine, notre guilde regroupait de vrais bandits qui avaient maîtrisé le tour particulier de pénétrer dans les mondes oniriques d'autrui, pour y voler ce dont la magnificence, ou l'exotisme, les séduisait. Peu à peu, toutefois, les gens ont pris l'habitude de faire appel à nous pour être débarrassés des rêves indésirables, les rêves qui hantaient ou retenaient prisonniers parents ou amis. Service que nous rendions volontiers, d'autant qu'en eux-mêmes,
De tels songes se révélaient fréquemment inoffensifs pour tout autre que celui qui était en leur pouvoir. Elric l'interrompit. Seriez-vous en train de me dire qu'un rêve est doté d'une réalité matérielle, qu'on peut le prendre en main comme un recueil de poèmes, mettons, ou comme une bourse, et en délester son propriétaire? Fondamentalement, oui. Ou plutôt, dirais-je, notre guilde a trouvé le tour de main qui rend les rêves assez tangibles pour être ainsi manipulés. Elle rit ouvertement du trouble d'Elric, et un peu de la sollicitude dont elle rayonnait l'abandonna un moment. C'est qu'il faut du talent pour exercer tel art, et un entraînement intensif. Mais que faites-vous de votre butin? Voyons, prince Elric, nous l'écoulons 2 fois par an sur le marché aux songes. Il n'est presque aucun type de rêve, si bizarre, si terrifiant soit-il, qui ne fasse l'objet d'un commerce actif. Des grossistes s'emportent acquéreurs pour les revendre à leur clientèle. Nous les distillons, bien sûr, afin d'obtenir un produit transportable et ultérieurement transférable à son bénéficiaire. Et comme au cours des diverses phases du processus nous faisons prendre corps aux songes, ils en viennent à présenter pour nous un danger. Leur substance risque à tout moment de nous être fatale. Vous avez vu ce qui est arrivé à notre ami. Une personnalité particulière est exigée, une certaine tournure d'esprit, une attitude mentale précise, le tout bien combiné pour s'introduire sans encombre dans les royaumes du songe. Mais les ayant codifiés, nous les avons du même coup rendus jusqu'à un certain point, susceptibles d'être par nous manipulés. Il va falloir étoffer vos explications, madame, pour que j'aie quelque chance de vous suivre. Parfait. Elle s'arrêta sur la lisière des arbres, là où le sol se faisait plus poussiéreux, formant un territoire intermédiaire entre oasis et désert, qui tenait les deux sans nettement ressortir de l'une ou de l'autre. Elle s'y absorba dans la contemplation des craquelures du terrain, comme s'il s'agissait d'une carte singulièrement complexe, d'une géométrie qu'elle seule pouvait déchiffrer. « Nous avons établi des règles, » reprit-elle, la voix lointaine, donnant presque l'impression de se parler. « Érigées en système des siècles de découverte, pour n'en rester pas moins soumis aux hasards les plus inconcevables. Un instant, madame. Dois-je comprendre qu'Al-Nakreb, par quelque sortilège connu de votre seule corporation, s'est glissé dans l'univers des songes de la Sainte Fille et y a vécu des aventures comparables à celles que vous et moi pourrions vivre dans ce monde matériel? Bonne description. Elle se tourna vers Elric, un étrange sourire sur les lèvres. Sa substance est passée dans cet autre univers, et par lui s'est vite absorbée, renforçant la substance des songes de Varadia. Cela même qu'il espérait voler. Il n'en convoitait qu'un, celui qui la retient dans les raies de ce perpétuel sommeil. Et il l'aurait vendu, dites-vous, sur ce marché aux songes? Peut-être. Elle n'avait manifestement guère envie d'aborder cet aspect du problème. Où se tient ce marché? Insista Elric. Dans un royaume par-delà celui-ci, un endroit où seuls peuvent se rendre les membres de notre corporation, et ceux qui autour de nous gravitent. M'y emmènerez-vous? C'était la curiosité qui le faisait parler. Dans le coup d'œil qu'elle lui jeta se mêlèrent amusement et prudence. Ce n'est pas impossible. Mais il nous faut d'abord réussir. Voler un songe pour en avoir un à y vendre. Voyez-vous, Elric, j'ai le plus grand désir de vous renseigner sur tout ce que vous souhaiterez savoir. Mais il est nombre de choses peu commodes à expliquer à qui n'a pas étudié auprès de notre guilde. En particulier tout ce qui réclame d'être démontré ou vécu. Je ne suis pas natif de votre monde, pas plus que ne le sont la plupart des voleurs de songes issus de cette sphère. Nous sommes errants, nomades, diriez-vous, entre maintes époques, maintes dimensions. Nous avons appris que ce qui était songe dans tel royaume pouvait se révéler réalité indéniable dans tel autre, et que la pire banalité d'ici est ailleurs le tissu le plus fantastique cauchemar. Toute création est-elle si malléable? S'enquit Elric, traversé d'un frisson. Ce que nous créons doit durer à jamais, de peur que la mort ne l'atteigne, dit-elle ironiquement péremptoire. Le combat entre loi et chaos fait écho, je suppose, à cette lutte au fond de nous entre émotions débridées et prudence excessive. Fit observer l'albinos,
songeur, conscient qu'elle répugnait à s'étendre sur ce sujet. Owen suivit du pied les fissures dans la terre rouge. Pour en apprendre plus, il vous faudrait devenir apprenti voleur de songes. Volontiers, dit Elric. Mon intérêt pour cet art est maintenant suffisant. Mais vous parliez de vos lois, madame. Quelles sont-elles? Il en est pour guider, d'autres pour décrire. Nous avons déterminé, vous dirai-je d'abord, que tout royaume onirique comporte 7 aspects, lesquels ont chacun reçu de nous un nom. En les nommant et en les décrivant, nous espérons donner forme à l'informe et contrôler ce sur quoi peu ont même un commencement de contrôle. Cette mise en forme nous a appris à survivre dans les mondes où d'autres, en quelques minutes, seraient nécessairement anéantis. Mais même quand nous opérons de telles mises en forme, ce que nous définissons par un acte de volonté peut se métamorphoser et échapper à notre contrôle. Si vous devez m'accompagner et m'assister dans cette aventure, il vous faut savoir que nous traverserons 7 pays. Le premier, nous l'appelons Sadanor, ou Pays des rêves en commun. Marador, que nous aborderons ensuite, se nomme aussi Pays des désirs anciens. Et Paranor, le 3e, Pays des croyances perdues. Célador, le 4e, est connu des voleurs de songes comme le pays de l'amour oublié. Le 5e est Imador, pays de l'ambition nouvelle. Et le 6e, Falador, le pays de la démence. Dénomination extraordinaire, vraiment. Votre guilde, madame, me semble avoir un penchant pour la poésie. Et le 7e, quel est son nom? Elle marqua une pause avant de répondre, et ses yeux merveilleux plongèrent dans ceux de l'albinos, dont elle parut explorer l'esprit jusque dans ses tréfonds. Le seul qui puisse savoir, nous l'apprendrons de ses habitants. Mais vous y trouverez la forteresse de la Perle, si tant est qu'elle existe. Elric se sentit piégé par ce regard, tout de douceur et cependant déterminé. Et comment allons-nous pénétrer sur ces terres? Il tentait désespérément de concentrer son être dans ces questions, alors que désormais son corps entier hurlait, réclamait sa dose de l'élixir du Seigneur Go. Elle perçut sa tension, et la main qu'elle lui posait maintenant sur le bras cherchait à le calmer, à le rassurer. Par l'enfant. Elric revit ce dont il avait été témoin dans la tente de bronze. Il frémit. De quelle manière? Owen fronça les sourcils. La pression de ses doigts se fit plus sensible. Elle est notre porte, et les crosses en sont les clés. Je ne cours pas le moindre risque de lui porter atteinte. Et une fois que nous aurons gagné le 7e aspect, le pays sans nom, une 3e clé nous apparaîtra peut-être, celle de sa prison. C'est un médium donc. Et n'est-ce pas là l'explication de son état? Les aventuriers magiciens auraient eu vent de ses pouvoirs et, dans leur tentative malheureuse pour se servir d'elle, entraîné sa transe. De nouveau, elle hésita, puis hocha la tête. Vous n'êtes sans doute pas loin de la vérité, prince Elric. Il est écrit dans nos chroniques, lesquelles, bien qu'abondantes, ne sont pour la plupart hélas inaccessibles dans les bibliothèques de Tanlorn. Ce qui est à l'intérieur a toujours une forme extérieure, et il n'est rien à l'extérieur qui n'ait une forme intérieure. En d'autres termes, nous disons que le visible ne peut qu'avoir un aspect caché et que l'invisible ne peut qu'être représenté par le visible. Elric trouva ces paroles trop cryptiques pour lui, bien qu'il fût assez familier de ce genre de formules mystérieuses, pour les avoir rencontrées dans ses propres grimoires. Il ne les rejetait pas, mais savait qu'elles appelaient une réflexion approfondie, doublée d'une certaine expérience avant de révéler pleinement leur sens. Vous parlez de royaumes surnaturels, madame, de ces mondes habités par les seigneurs du chaos et de la loi, par les élémentaux, par des immortels et autres entités semblables. Je sais quelque chose de ces royaumes. J'y ai même voyagé un peu. Mais je n'ai jamais entendu dire qu'on eût, pour y pénétrer, à laisser derrière soi une part de sa substance physique, ni qu'on pût y voyager par l'entremise d'une enfant endormie. Elle le regarda un long moment,
comme si elle le croyait délibérément insincère, puis haussa les épaules. Vous découvrirez que les royaumes d'un voleur de songes n'offrent pas de notables différences, et je ne saurais trop vous conseiller de vous graver notre code en mémoire et de vous y conformer. C'est pour moi un ordre, madame. Notre survie en dépend. Alnak avait l'étoffe d'un bon voleur de songes, mais la pleine maîtrise de son art lui manquait encore. Ce fut l'une des raisons majeures de sa dissolution. Vous êtes, à l'inverse, rompu aux disciplines requises pour les avoir pratiquées dans le cadre de vos études magiques. Sans elles, vous seriez également voué à périr. J'ai rejeté l'essentiel de ces pratiques, Dame Owen. Je vous crois. Mais vous n'en avez pas perdu l'habitude. Du moins, je l'espère. La première loi qu'observent les voleurs de songes s'énonce ainsi. Si quelqu'un s'offre à vous guider, acceptez toujours, mais n'y croyez jamais. La deuxième dit « Méfiez-vous du familier ». La troisième « Accueillez l'étrange avec circonspection ». Il en existe bien d'autres, mais ces trois-là recouvrent les principes de la survie pour un voleur de songes. Elle sourit. Sourire étrangement tendre et vulnérable. Et Elric comprit qu'elle était lasse. Peut-être le chagrin l'avait-il épuisée. Il lui répondit avec douceur alors que son regard retournait sur la masse de roches rouges du sanctuaire et refuge de l'oasis fleur d'argent. Les voix s'étaient tues. De minces colonnes de fumée escaladaient l'azur intense. Combien de temps faut-il pour instruire et former l'un des vôtres? Cette fois, elle perçut l'ironie du Melnibonéen. 5 ans ou plus. Il y en avait peut-être 6 qu'Alnak était membre à part entière de notre guilde. Et il n'en a pas moins échoué à survivre dans ce royaume où l'esprit de la Sainte Fille est retenu prisonnière. C'est qu'il n'était, en dépit de ses dons, qu'un mortel ordinaire, prince Elric. Et vous pensez que je suis plus? Elle rit sans réserve. Vous êtes le dernier empereur de Melniboné, le plus puissant de votre race, et d'une race dont la familiarité avec la sorcellerie est légendaire. Certes, vous avez laissé votre fiancé vous attendre, installant votre cousin Irkun sur le trône de rubis pour qu'il y règne jusqu'à votre retour. Décision que peut seul prendre un idéaliste. Mais vous n'irez pas pour autant me faire croire, Seigneur, que vous êtes le moins du monde ordinaire. Malgré sa torturante soif du mortel élixir, Elric se surprit à répondre au rire de la jeune femme. « Si je suis un tel être d'élite, madame, comment se fait-il que je me sois mis en cas de périr victime de manigance d'un politicard provincial de second plan? Je n'ai pas dit que vous vous teniez en haute estime, mais ce serait pure folie de nier tant ce que vous avez été et ce que vous pourriez devenir. Je préfère me concentrer que sur ce devenir, gente dame. Songez, voulez-vous, au sort de la fille de Raik Nassim, au sort de ce peuple spolié de son histoire et de son oracle. Maintenant, voyez le vôtre. Une mort vaine en terre lointaine, une destinée inaccomplie. Elric s'inclina. Elle poursuivit. Il est également probable qu'aucun sorcier de votre monde ne rivalise avec vous. Si, dans l'aventure que je vous propose, vous n'avez guère l'utilité de vos dons spécifiques, votre expérience, votre savoir et votre ouverture d'esprit pourraient s'avérer décisifs. Elric avait vu croître son impatience alors que l'exigence de drogue de son corps passait le seuil du tolérable. « Parfait, Dame Owen. Quoi que vous décidiez, j'y souscrirai. » Elle se recula d'un pas, l'embrassa du regard. « Vous feriez mieux de regagner votre tente et d'y prendre cet élixir, » dit-elle doucement. Un désespoir familier envahit l'albinos. « J'y vais, madame, j'y vais. » Il lui tourna le dos et à grands pas rebroussa chemin vers la tente des Boradim. À peine adressa-t-il la parole à ceux qui le saluèrent au passage. Rien n'avait bougé dans la tente partagée par lui et Alnak au soir de leur arrivée dans l'oasis, et en hâte, il tira la flasque de ses fontes, prit une longue goulée, ressentant aussitôt pour un court instant ce soulagement, cette résurgence de son énergie,
cette illusion de santé que lui donnait la drogue du Quarzazati. Il soupira et s'apprêtait à ressortir de la tente quand Raik Nassim s'inscrivit dans l'entrée, le front noué de rides, les yeux pleins d'une douleur qu'il s'efforçait de masquer. « Avez-vous accepté d'aider la voleuse de songes, Elric? Allez-vous tenter d'accomplir la prophétie? Nous ramener notre sainte fille? Plus que jamais le temps presse. La lune de sang bientôt sera passée. » Elric lâcha la flasque, puis, l'oubliant sur le tapis, se pencha et ramassa l'épée noire dont il s'était défait pour accompagner Owen en promenade. L'arme frémit entre ses doigts, et une vague nausée le saisit. « Je ferai tout ce qui sera requis de moi. »« Bien. » Le vieillard le prit par les épaules. « Owen m'a dit que vous étiez un homme hors du commun, promis à un destin exceptionnel, et que ce temps-ci compte au nombre des plus hauts moments de votre existence. Nous sommes honorés d'être associés à pareille destinée, et infiniment reconnaissants de l'intérêt que vous nous témoignez. » Accueillant les paroles de Raik Nassim avec toute sa grâce ancienne, Elric s'inclina. « La santé de votre sainte fille a plus d'importance à mes yeux que tout projet du destin à mon sujet. Rien de ce qu'il est en mon pouvoir de faire pour vous la ramener ne sera négligé. » Owen était entrée derrière l'aînée des Boradim. Elle sourit à l'albinos. « Vous êtes prêt ?» Elric hocha la tête et entreprit de ceindre l'épée noire. Owen l'arrêta d'un geste. « Vous trouverez les armes qu'il vous faut dans les contrées que nous traverserons. »« Mais cette lame est plus qu'une arme, dame Owen. » se récria Elric, étreint par une sorte de panique. Elle lui tendit la crosse à rêve d'Alnac. « C'est là tout ce dont vous aurez besoin pour notre expédition, sire empereur. » Stormbringer se répandit en véhéments murmures, alors qu'Elric la rejetait sur les coussins. « Je suis dépendant, » commença-t-il. Elle secoua doucement la tête. « Vous ne l'êtes pas. Vous croyez cette lame indissociable de votre être, alors qu'il n'en est rien. Elle est votre némésis. Elle symbolise à vous la part de faiblesse, non celle dont vous tirez votre force. » Elric soupira. « Je vous suis, madame. Mais si vous répugnez à me voir prendre cette épée, elle ne bougera pas d'ici. » Stormbringer émit un nouveau son, un feulement singulier, sans ébranler l'indifférence de l'albinos qui, abandonnant flasque et lame, s'achemina résolument vers l'endroit où attendaient des montures, prêtes à les emmener de l'oasis Fleur d'Argent à la tente de bronze. Alors qu'ils chevauchaient ensemble à courte distance derrière Naïk Rassim, Owen précisa quelque peu pour le Melnibonéen la signification de la sainte fille aux yeux des Boradim. « Comme vous en avez peut-être déjà pris conscience, cet enfant est la dépositaire du passé et des aspirations des siens, bref, de leur sagesse accumulée. Ce qu'ils savent être vrai, doté d'une valeur certaine. Elle en est le réceptacle. Elle est la vivante représentation de la tradition de son peuple, qui constitue l'essence de son histoire, et du souvenir d'une époque antérieure, même à son établissement dans le désert. S'il perdait la sainte fille, il serait, pense-t-il, presque nécessairement contraint de reprendre leur histoire à son début, de réapprendre des leçons déjà durement acquises, de revivre les mêmes expériences, de refaire ces erreurs, ces faux pas qui, de siècle en siècle, ont dans la douleur forgé leur compréhension des choses. Pour eux, si vous voulez, elle est le temps, leur bibliothèque, leur musée, leur religion, leur culture incarnée dans un seul et même être humain. Vous représentez-vous, prince Elric, ce que signifie pour eux sa perte? Elle est l'âme des Boradim, et cette âme est captive, en un lieu où seuls ceux qui sont dotés d'un certain don sont en mesure de la trouver, et à plus forte raison de la libérer. » Elric laissa courir ses doigts sur la crosse à rêve, qui désormais remplaçait l'épée runique à sa hanche. S'agirait-il d'une enfant ordinaire,
plongeant par son malheur sa famille dans le chagrin, que je ne serais pas moins naturellement porté à l'aider, car j'aime ces gens et leurs chefs. Leur sort et le vôtre sont liés, dit Owen. Quels que soient vos sentiments, noble seigneur, il est probable qu'en la matière, votre choix est restreint. Il aurait préféré n'avoir rien entendu. Il semble que vous autres voleurs de songes êtes par trop familiers avec ce que je suis, avec mon entourage, avec mon peuple, avec mon destin. Je ne suis pas sans éprouver une certaine gêne. Toutefois, madame, je ne puis nier que sur mes conflits internes, vous en sachiez plus que quiconque, hormis ma fiancée. D'où tenez-vous pareille clairvoyance ? Ce fut presque négligemment qu'elle lui répondit. Il est un pays que tout voleur de songes visite. Là se recoupent les rêves, là se rencontrent les mondes qui nous sont communs. Nous le nommons le berceau de l'os. C'est là que l'humanité devint pour la première fois réelle. Légende que tout cela. Et primitive qui plus est. Légende à vos yeux, vérité aux nôtres. Vous vous en rendrez compte un jour. Si Alnak pouvait prévoir l'avenir, que ne vous a-t-il pas attendu ? Nous n'avons pas conscience de notre propre destin, ou rarement, mais des tendances générales des époques et des personnages qui se détachent dans l'histoire de chaque monde. Tout voleur de songes, il est vrai, connaît l'avenir puisque la moitié de sa vie s'écoule hors du temps. Il n'est pour nous ni passé ni futur, rien qu'un présent changeant sans cesse. Nous sommes libres de ces chaînes-là, quoique aussi fortement soumis à d'autres. J'ai rencontré de telles idées dans mes lectures, mais je n'en vois guère la portée. C'est qu'il vous manque l'expérience qui leur donnerait sens. Vous parliez tout à l'heure du pays des rêves en commun. Est-ce la même chose que le berceau de l'os ? Peut-être. Nous n'avons encore su trancher la question. Temporairement revigoré par la drogue, Elric prenait maintenant plaisir à la conversation, sans y voir plus, pour l'essentiel, qu'agréable jeu de l'esprit. Débarrassé de l'épée runique, il connaissait une certaine légèreté d'être, comme il n'en avait pas éprouvé depuis les premiers mois de sa cour à Simoril, dans ces années de calme relatif, juste avant que l'ambition croissante de Hyrkoun n'eût commencé de pourrir l'atmosphère autour du trône de rubis. Il se rappela un fragment de l'une des anciennes chroniques de son peuple. D'aucuns soutiennent que le monde est seulement ce que s'accordent à y voir ceux qui l'habitent. Je me rappelle avoir lu dans La sphère au parler torrentiel quelque chose qui allait dans ce sens. Qui peut dire « ici est le monde intérieur, ici est le monde extérieur ». Ce que nous tenons pour réel peut très bien n'exister que par pure et solidaire décision de notre volonté. Ce que nous définissons comme rêve peut être la vérité ultime. Pareille philosophie se rapproche-t-elle de la vôtre, dame Owen ? Assez, mais quelque peu évanescente. Ainsi chevauchèrent-ils comme deux enfants en promenade, ou peu s'en fallut, pour atteindre au coucher du soleil la tente de bronze, et s'y voir aussitôt conduits, pénétrer de nouveau dans ce sanctuaire peuplé d'hommes et de femmes assis ou étendus autour de l'estrade et du grand lit où reposait la très jeune fille, symbolisant leur existence entière. Elric eut l'impression que brasero et lampe brillaient moins que lors de sa précédente visite, et que l'enfant était encore plus pâle. Mais il se composa masque optimiste pour se tourner vers Raïk Nassim. « Cette fois, dit-il, nous la sauverons. » Owen parut approuver ces paroles de réconfort, en surveillant les opérations par lesquelles, sur ses consignes, le frêle corps de Varadia venait d'être soulevé du lit, et, à la différence de la fois dernière, déposé sur un grand coussin, à son tour serti entre deux autres d'aussi belle taille. Puis elle fit signe à l'albinos d'aller s'étendre sur le plus éloigné, pendant qu'elle-même s'installait à la gauche de l'enfant. « Prenez-lui la main, mon empereur, » dit-elle non sans ironie, et placez la crosse ainsi que vous l'avez vu faire par Alnak, de sorte qu'elle enserre tant vos doigts que les siens. Elric se sentit trembler en suivant les instructions de la voleuse de songes. Il avait toutefois conscience de n'éprouver nulle crainte pour lui-même, seulement pour l'enfant,
pour son peuple, pour Simoril qui l'attendait à Melniboné, et pour le jeune garçon qui, au fond d'une prison de Ouarzazate, priait pour qu'il revînt, avec le joyau exigé par son geôlier. Sa main verrouillée avec celle de l'enfant dans la courbure de l'instrument, il connut une sensation de fusion qui, sans être désagréable, n'en brûlait pas moins comme n'importe quelle flamme. Il regarda Owen procéder à son tour de la même manière. Instantanément, il se sentit la proie d'une puissance, et ce fut comme si son corps se faisait de plus en plus léger, au point qu'il eut peur d'être emporté par un simple courant d'air. Sa vision s'obscurcit, mais il devinait encore Owen. Elle semblait se concentrer. Il ramena son regard sur le visage de la sainte fille, et, l'espace d'une seconde, crut la voir plus pâle encore, avec des yeux d'un rouge aussi intense que ceux d'un prince albinos, cependant qu'une étrange pensée allait et venait dans son esprit. Si j'avais une fille, elle aurait cette apparence. Et puis ce fut comme si ses os, sa chair, son être entier, corps et âme se dissolvaient. Il s'abandonna, comme il l'avait décidé maintenant qu'il servait les objectifs de la voleuse de songes. Et voilà que sa chair se muait en eau vive, que des échanges arachnéens de gaz colorés se substituaient à la circulation du sang dans ses veines, que son squelette s'épanchait comme de l'argent fondu hors d'un creuset, allant se mêler à celui de la sainte fille, devenait cet autre squelette, puis en ressortait, ruisselait plus loin dans un réseau de cavernes et de galeries, dans des lieux de ténèbres où des mondes entiers se nichaient au creux du roc, où des voix l'appelaient, le reconnaissaient, cherchaient à le réconforter, à lui faire peur, ou à lui dire des vérités qu'il ne souhaitait pas entendre. Puis l'air reprit sa transparence, et il sentit Owen à ses côtés, qui le guidait, main dans la main, corps contre corps, avec sa voix pétrie d'assurance, enjouée même, comme pour marcher vers un danger familier, maintes fois surmonté dans le passé. Et pourtant, dans cette voix, une inflexion suggérait qu'elle n'avait jamais été confrontée à un péril aussi grand, que leur chance de revoir la tente de bronze et l'oasis fleur d'argent se réduisait à presque rien. Et puis il y avait une musique, dont il comprit qu'elle était l'âme de l'enfant transcrite en son. Une musique, tout en douceur, en tristesse, en solitude. Et si belle qu'il en aurait pleuré, eût-il été d'une substance moins impalpable. Ce fut alors qu'il découvrit devant lui, sous un ciel bleu, la rouge immensité d'un désert s'étirant vers de rouges montagnes sur l'horizon, et que le saisit la plus étrange des sensations, comme s'il était de retour chez lui, sur une terre qu'il eût de quelque manière perdue au cours de son enfance, puis oubliée.